Donc, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi d'entamer la deuxième partie de mon cours portant sur l'épreuve d'effort. Dans cette deuxième partie, nous allons analyser les différentes indications en cardiologie d'épreuve d'effort ainsi que d'épreuve d'effort avec VO2 max, et ceci à travers les différents niveaux de preuve, l'European Society of Cardiology, et sur les guidelines qui ont été publiés récemment de la Société française de cardiologie. Donc il faut savoir que l'insuffisance coronarienne reste la principale indication de l'épreuve d'effort, mais pas que ça. Donc les dernières recommandations de la Société française ont mis le point sur les différentes pathologies, à savoir les troubles de rythme et de conduction, les différentes valvulopathies, les cardiomyopathies hypertrophiques, en cas de diabète d'HTA, en cas de pathologie congénitale, et surtout l'apport de l'épreuve d'effort à VO2 max dans l'insuffisance cardiaque et l'hypertension pulmonaire pour stratifier le risque, ainsi pour les réadaptations cardiaques des patients. Donc, comme j'avais dit, la maladie coronarienne reste la principale indication, ceci en se basant sur la probabilité de pré-test. Cette probabilité de pré-test qui a été proposée en 2015, donc qui englobe trois paramètres principaux, c'est-à-dire l'âge, l'angor, le type d'angor et le sexe des patients. Donc, en répartissant les patients en risque faible quand la probabilité est inférieure à 15%, en risque intermédiaire quand elle est entre 15 et 85%, et en risque élevé quand elle est supérieure à 85%. Ces trois types d'angor étant résumés dans les recommandations 2015 de la maladie coronarienne stable. Donc on parle d'angor typique quand on remplit trois caractéristiques suivantes, c'est-à-dire l'inconfort thoracique, rétrosternal de type et de durée caractéristique, quand cette douleur est provoquée par l'effort ou l'émotion et quand elle cède au repos ou à la prise de trinithrine dans une durée inférieure à 20 minutes. On parle d'angor atypique quand on a uniquement deux critères. On parle de douleur non angineuse donc quand on n'a aucun critère ou un seul critère. Donc les auteurs de la recommandation 2015 ont englobé cette probabilité test dans cet algorithme-là. Donc une fois on procède à la probabilité pré-test, c'est les faibles. Donc il faut penser à un autre diagnostic, notamment les coronaropathies fonctionnelles ou penser à une autre pathologie. Quand la probabilité pré-test est élevée supérieure à 85%, il faut envisager directement la coronarographie. Quand la probabilité pré-test est intermédiaire, alors là il faut voir est-ce que le CG au repos est interprétable, est-ce que le patient est apte à l'effort. Dans ces deux cas, ils sont valides, donc on envisage l'épreuve d'effort, sinon on passe l'imagerie de stress ou stress pharmacologique, à savoir les cours d'obus, les cours de ou l'IR. Donc quand le patient est apte à l'effort, on procède à une épreuve d'effort. Quand on arrive à un effort qui est maximal, on peut interpréter cette épreuve d'effort. Quand le patient n'arrive pas à atteindre 85% de sa fréquence maximale tolérée, là le test est non valide, on revoit le diagnostic à travers un stress pharmacologique. Après avoir exercé cette épreuve d'effort, il doit calculer une probabilité post-test que je vais revoir par la suite. Donc cette probabilité pré-test, elle est en trois parties, soit qu'elle est faible, intermédiaire ou élevée. Quand la probabilité pré-test est intermédiaire ou élevée, il faut chercher des critères de sévérité, à savoir la survenue d'un sus-décalage ou troubles de rythme qui sont graves. Donc dans ce cas, on passe directement à la coronarographie. Quand il n'y a pas de critères de sévérité, on revoit le pourcentage, on peut proposer soit un traitement médical ou passer à une imagerie de stress. Donc à savoir que pour l'épreuve d'effort, pour la probabilité post-test, il est important d'analyser l'épreuve d'effort, faire une analyse qui est multivariée, qui prend plusieurs paramètres en considération. Donc pour ceci, les auteurs ils ont proposé plusieurs scores. Le score le plus valide, c'est le score de Duke Treadmill qui a été proposé il y a quelques années. C'est un score qui englobe la fréquence cardiaque maximale des patients, le degré du sous-décalage, l'âge du patient, l'antécédent de l'angor, les facteurs de risque, à savoir l'hypercholestérolémie, le diabète, l'angor qui est induit par l'effort et le tabagisme et la ménopause chez la femme. Donc ainsi, on va calculer un score. Quand il est inférieur à 40, on a une probabilité faible et là, il faut envisager un traitement médical. Quand le patient présente une probabilité qui est intermédiaire entre 40 et 60, sans critères de sévérité, il faut penser à faire une imagerie de stress. Quand la probabilité est élevée, là, il faut envisager la coronarographie. Donc là, dans un article que j'avais retrouvé dans le JAMA, c'est par rapport à ce score de Duke Treadmill Score, donc qui a été proposé il y a quelques années. Là, il a été confirmé dans cette étude que c'est un facteur qui est indépendant de mortalité, qui peut prédire la mortalité dans la coronaropathie stable. Jusqu'à maintenant, c'est le score le plus valide. Donc ici, pour les critères d'évaluation classiquement qui sont utilisés, quand on parle d'épreuve d'effort litigieuse positive ou négative, donc on parle d'épreuve d'effort qui est positive, si on a des signes électriques avec ou sans angor. Les signes électriques, ce sont les signes électriques qu'on avait vus hier, les 5 paramètres, le sous-décalage qui est descendant ou horizontal, le sous-décalage qui est ascendant, le sus-décalage supérieur à 1 mm, l'index de ST sur la fréquence cardiaque et la boucle du ST sur la fréquence cardiaque.
On parle d'épreuve d'effort litigieuse si la douleur thoracique est angineuse, mais sans modification électrique typique ou avec des modifications limites du segment ST. L'épreuve d'effort est dite négative si la fréquence cardiaque elle atteint les 85% de la fréquence maximale tolérée, mais sans angor ni sous décalage typique. Et on parle de test qui est non diagnostique si le patient n'arrive pas à atteindre cette FMT. Donc ici, c'est le tableau de recommandations de la Société française de cardiologie par rapport à la coronaropathie stable. Donc en deux volets, le diagnostic et l'évaluation de la coronaropathie artérielle. Donc ici, dans le diagnostic, il y a deux paramètres qui sont importants. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, une épreuve d'effort, il peut être proposée quand la probabilité pré-test clinique est intermédiaire, que le CG de repos est interprétable et que le patient est apte à pratiquer l'exercice physique en classe 1A. Donc parfois on peut avoir une probabilité pré-test qui est faible, là il faut calculer les risques cardiovasculaires. S'il est élevé ou très élevé, on peut envisager l'épreuve d'effort. Pour l'évaluation des maladies des coronaropathies stables, donc l'épreuve d'effort peut être il est recommandé pour les réadaptations cardiaques et l'activité physique et il doit être envisagé pour évaluer un geste de revascularisation et servir de référence pour les patients. En ce qui concerne les troubles du rythme et de conduction, ces recommandations, ils ont mis le point sur l'indication. L'épreuve d'effort, elle est recommandée en cas de symptomatologie qui surviennent à l'effort, telle qu'une syncope, une fatigue ou des palpitations. Une épreuve d'effort, elle peut aussi être envisagée pour évaluer la réponse ventriculaire chez les patients atteints de FA, mais c'est une classe qui est de B, du niveau de preuve C. Et ainsi, pour évaluer l'efficacité des traitements antiarythmiques ou évaluer le réglage des simulateurs cardiaques ou des défibrillateurs. En ce qui concerne la valvulopathie, c'est l'apport d'épreuve d'effort qui est changé dans ces recommandations, c'est l'apport d'épreuve d'effort à VO2 max. Pour changer l'indication opératoire, surtout en cas de rétrécissement aortique qui est asymptomatique. Donc les auteurs, ils ont proposé que l'épreuve d'effort doit être envisagée chez les patients qui sont asymptomatiques, qui présentent une sténose aortique qui est sévère, mais en présence de certaines anomalies, à savoir la diminution du pic de VO2, la survenue d'un angor d'effort, une diminution ou l'augmentation de la pression artérielle durant les paliers de l'épreuve d'effort, ou un trouble du rythme ventriculaire, ou lorsque la clinique est discordante. Donc, à savoir que l'épreuve d'effort est contre-indiquée en cas de rétrécissement aortique qui est serré. Donc, pour ces patients, la chirurgie peut être discutée lorsque le pic de la VO2 est inférieur à 85% ou lorsque sa valeur théorique est inférieure à 14 ml par minute par kilo. Donc, ce sont les paramètres qu'on a vu hier lors de l'aggravation de l'insuffisance cardiaque et lorsque l'apport de la VE sur la VCO2 est supérieur à 30. D'ailleurs, hier, j'avais présenté ce pic-là chez le sujet normal doit être inférieur à 30% et à partir de 40%, c'est une insuffisance cardiaque qui est sévère. En ce qui concerne l'insuffisance cardiaque chronique, donc l'épreuve d'effort est recommandée en classe 1A pour optimiser les programmes d'entraînement et de réadaptation. Il précise l'indication d'une assistance ventriculaire ou une transplantation cardiaque, ce que j'avais cité hier, quand on a un pic qui est inférieur à 14 ml par minute par kilo, lorsqu'on a une pic de VO2 max inférieur à 50%, là, ce n'est plus l'indication, le patient peut le proposer pour une transplantation cardiaque. En ce qui concerne les autres cardiopathies, donc à savoir la cardiomyopathie hypertrophique, donc l'épreuve d'effort doit être envisagée pour évaluer la capacité fonctionnelle et les marqueurs pronostiques des patients, à savoir la survenue des troubles du rythme. Donc il faut savoir, pour l'HTP, l'HTP était une contre-indication pour l'épreuve d'effort. Maintenant, elle doit être envisagée. Il fait partie maintenant des stratifications, des protocoles de stratification des risques des patients, et à savoir les deux paramètres les plus importants, le pic de la VO2 et le pic de VO2 sur la VCO2, qui permettent une meilleure stratification du risque des patients à 3 mois, à 6 mois et à 1 année. En ce qui concerne les maladies artérielles périphériques, l'épreuve d'effort sur tapis roulant surtout, peut être indiquée pour objectiver la claudication des intermittents des membres inférieurs, pour quantifier l'ischémie et ainsi pour évaluer la capacité fonctionnelle des patients. En cas d'HTA ou de diabète, l'épreuve d'effort a une place chez les patients hypertendus pour mieux préciser leur pronostic, leur capacité fonctionnelle et leur réponse tensionnelle, surtout comme j'avais dit hier, lors de la dynamique de la pression artérielle chez les patients hypertendus, s'il s'aggrave rapidement au niveau des premiers paliers ou lors de la récupération, et afin de prescrire un programme d'adaptation surtout professionnelle. Pour le diabète, l'épreuve d'effort est indiquée pour les patients qui présentent une coronaropathie symptomatique et comme j'ai précisé dans la première plaque, quand l'ECG de repos est normal et que le patient est apte à l'effort.
Ces recommandations, ils ont cité certaines spécificités par rapport au sujet âgé, où le protocole d'exercice doit être adapté, avec une valeur diagnostique qui est augmentée chez ce sujet. Et chez la femme, il faut savoir qu'une épreuve d'effort qui est normale a une forte valeur prédictive négative. Il faut envisager d'autres pathologies et parfois il présente des symptômes atypiques. Et il faut savoir que la prise d'oestrogène il modifie le CGE repos. Parfois on n'a pas des sous-décalages qui sont manifestes, qui ne concomitent pas avec la survenue d'un non-ordre lors d'épreuves d'effort. Chez les sportifs, l'épreuve d'effort est indiquée chez les athlètes qui sont symptomatiques et qui prévoient de faire une activité physique intense supérieure à 6 équivalents lorsqu'ils vont concourir à une compétition sportive. Donc il doit être aussi envisagé si les patients asymptomatiques qui présentent un risque cardiovasculaire qui est élevé ou très élevé. Et à savoir que chez les sujets qui sont asymptomatiques ou qui ne vont pas encourir donc une activité physique qui est intense, il n'y a pas d'indication de mener une épreuve d'effort. En ce qui concerne les cardiopathies congénitales, ces recommandations, ils ont mis le point sur le fait que l'épreuve d'effort, surtout à VO2 max, doit être envisagée chez l'adulte ou l'enfant qui présente cardiopathie congénitale pour évaluer son pronostic, évaluer sa capacité fonctionnelle et ainsi pour programmer un programme d'adaptation et de réadaptation cardiaque et d'activité physique adaptée. Donc ce serait tout pour ces recommandations. Maintenant on va entamer une partie des cas cliniques. C'est des cas cliniques des patients qui sont passés à l'épreuve d'effort ici au service. Donc le premier cas clinique, il s'agit d'une femme âgée de 57 ans qui est hypertendue et dyslipidémique, qui présente un angor stable depuis une année, donc qui était adressée ici au service pour la réalisation d'une épreuve d'effort. Donc lorsqu'on calcule sa probabilité pré-test, là elle a une probabilité pré-test qui est intermédiaire à 47, la patiente est présentée un ECG de repos qui était interprétable, qui était normal, et elle était apte à l'effort. Donc on a réalisé une épreuve d'effort, là c'est l'exemple du compte rendu de l'épreuve d'effort de notre salle. Donc les principales informations qu'on peut retirer de ce compte rendu, c'est tout d'abord la FMT. La patiente avait mené une FMT qui est supérieure à 85%, il est arrivé à 161 battements. Là, on a les anomalies survenues à l'ECG et un élément, troisième élément que j'avais cité lors des troubles d'anomalies de repolarisation, c'est index ST sur la fréquence cardiaque qui est à 3,09. Donc ici, c'est le CG de la patiente, le CG au repos et à l'effort. Donc on remarque ici une présence au niveau de dérivation de 1,2, un sus-décalage qui est à 1,5 mm, sachant que la patiente n'avait pas présenté de particularité clinique. Donc cette patiente-là, on avait proposé pour une coronarographie, donc on a réalisé la coronarographie chez elle. Donc on voit ici en haut à gauche, c'est une incidence caudale oblique droite qui permet de dégager le tronc commun avec l'IVA et l'artère circonflexe. On voit ici sur la première artère marginale, c'est une artère qui est petite de taille, où il présente la patiente, il présente une sténose qui est significative. Ici, donc la deuxième incidence, Spider, qui permet de dégager le tronc commun avec l'IVA et l'artère circonflexe. Donc on voit une sténose qui était intermédiaire au niveau de cette IVA proximale. Donc, compte rendu de cette coronarographie, donc c'est une sténose intermédiaire de l'IVA proximale avec une sténose significative de la première marginale qui est de petite taille. Donc pour la prise en charge de ces patientes, il faut envisager une étude de la FFR pour cette lésion au niveau de l'IVA proximale pour savoir le degré de retentissement et envisager une revascularisation pour cette patiente. Donc le deuxième cas clinique, c'est un cas clinique d'un homme âgé de 49 ans, donc qui est diabétique, dyslipidémique, qui présente un angor typique depuis 3 ans sous traitement. Donc on a calculé sa probabilité pré-test, c'est un homme qui présentait une probabilité pré-test à 69, qui présente un risque intermédiaire. Donc si on a réalisé une épreuve d'effort, qui a été menée à 91% de sa FMT avec une fréquence qui a atteint 156 battements par minute. Donc remarque l'index du ST sur la fréquence cardiaque qui était à 2,39 et ici les anomalies, c'est un patient qui avait présenté un sous-décalage dans les dérivations latérales qu'on voit ici, en V5, V6, c'est un sous-décalage de 1,4 mm. Donc c'est ascendant, donc c'est un patient. Donc on va calculer sa probabilité pré-test d'après le score que j'avais proposé tout à l'heure. Donc c'est un patient qui avait présenté un score une probabilité post-test qui était élevée, un score à 61. Donc avec indication à une coronarographie, c'est un patient qu'on avait proposé, donc qui va revenir pour une coronarographie.
Donc le troisième cas clinique, c'est un patient que le Dr Chambouli suivait dans ce bilan de transplantation. C'est un patient de 50 ans qui est suivi pour une CMD avec une FE à 25%. C'est un patient qui garde une dyspnée stade 2. À son ECG de repos, il présentait un BBG complet avec une durée de QRS qui était à 140 millisecondes. Pour le bilan de transplantation, c'est un patient qui présentait une coronarographie normale. Donc une épreuve d'effort a été indiquée dans le cadre du bilan de transplantation. Donc après l'aval du patient, je me suis permis de prendre en vidéo. Donc voilà ici, c'est un patient là, c'est l'épreuve d'effort avec une étude de la VO2 max. Ici c'est le débitmètre, le pneumotachographe qui est relié à l'ergospiromètre. C'est un patient donc avec surveillance de la tension artérielle et de son ECG. Là, il est dans le palier de Bruce. Donc c'est un patient qui a mené son épreuve d'effort avec à 88% de sa FMT. On était surpris par la capacité du patient. Et comme compte rendu, là c'est le compte rendu de la spirométrie. Au repos, on voit que voilà, le rapport, le TIFNO, il était supérieur à 70. Le patient ne présentait pas d'anomalie obstructive ni obstructive à la spirométrie. Et ici, au rapport de son épreuve d'effort à VO2 max, on remarque le pic du VO2, il est à 17,4. J'avais dit tout à l'heure que par rapport au pic de VO2, c'est inférieur à 14, on peut proposer des patients pour transplantation. Là, il est supérieur à 14. Avec une VO2 max à 50%. Et vous remarquez ici, l'index du VE à VCO2, il est supérieur, inférieur à 40, mais il est supérieur à 30, il est à 35. C'est un patient qui n'est pas patient d'insuffisance cardiaque sévère, selon ma classification que j'avais projetée hier. Donc pour ce genre de patient, donc les algorithmes, lorsque le patient a une insuffisance cardiaque avec une classe 3 ou 4, avec des QRS qui sont élargis, c'est des patients qu'on peut proposer pour une resynchronisation cardiaque. Donc en conclusion, l'épreuve d'effort, c'est un examen qui est indispensable dans le diagnostic d'insuffisance coronarienne avec une bonne valeur prédictive lorsque les résultats sont rigoureusement interprétés. Il y a deux facteurs importants. C'est l'interprétation doit être basée sur une analyse multivariée pour évaluer le risque de coronaropathie. D'ailleurs, il faut envisager, comme j'ai dit, le score de probabilité post-test avec des pourcentages, et on ne peut pas. Les recommandations disent qu'il ne faut plus parler d'épreuves d'effort positives cliniquement. Il ne faut plus une analyse qui est binaire, positive cliniquement, électriquement pour trancher, mais envisager une probabilité post-test qui permet le suivi du patient. Et l'indication d'épreuves d'effort, elles ont été élargies dans ces recommandations pour inclure la plupart des pathologies cardiaques afin d'évaluer le pronostic, en particulier grâce à l'épreuve d'effort avec VO2 max dans la réadaptation cardiaque. Et je vous remercie.